Toutes et tous, très heureux de vous accueillir ici dans le cadre de cette conférence organisée par l'association Arena. Je suis là avec Pierre Dottlonde. Pierre Dottlonde, c'est quelqu'un qui va nous parler des origines du nationalisme corse contemporain, c'est-à-dire du mouvement de ce type qui obtient aujourd'hui les meilleurs résultats en Europe, sera peut-être rattrapé par les Basques dans un mois, mais bon, qui a 68% des voix. C'est étonnant. Je ne sais pas si au début, à l'époque qu'il a étudié, ils étaient 68 personnes à y croire. Sûrement beaucoup moins même, que ce soit à Paris ou à Bastia. Donc l'histoire n'était pas écrite à l'avance, très loin de là. Et je vais vous expliquer beaucoup mieux que je vais vous expliquer moi-même. Pierre Dottlonde, je l'ai connu par un livre qu'il a écrit qui s'appelle Corse, la métamorphose, qui parle notamment des implications des événements d'avril, notamment. Monsieur pourrait le montrer juste comme ça, mais sans vous en dessaisir parce qu'il est précieux. Il est épuisé depuis belle lurette. Voilà, le mien est d'autant plus précieux qu'il est dédicacé à mon père. Voilà. Et lorsque je me suis lancé dans la recherche, notamment la recherche sur les dispositifs institutionnels particuliers et le nationalisme corse, j'ai retrouvé Corse la métamorphose et je me suis aperçu aussi, malheureusement, que non seulement la littérature scientifique sur le nationalisme corse était très étriquée, mais qu'elle était souvent très imprécise. Et lorsque j'ai retrouvé à la bibliothèque universitaire la thèse de doctorat de Pierre Dottlonde, je dis ah, là je vois quelque chose qui m'apporte beaucoup. Une thèse écrite avec une très grande méticulosité, avec un souci constant de confronter ce qui est écrit et ce que disent directement les acteurs aux chercheurs. Un travail, c'était environ 800 pages, 2 tomes. Il y avait 2 tomes avec beaucoup d'annexes. C'est-à-dire une thèse d'histoire, c'est quand même le tarif minimum. Hein. Un travail d'environ 800 pages, il y avait 2 tomes, quelque chose qui est impubliable dans l'État et qui malheureusement n'a pas pu être fourni à la connaissance du plus grand nombre. Ces dernières années, Pierre Dottlonde a repris contact avec moi, avec d'autres personnes, avec l'éditeur Alain Delso. Alain Delso lui a proposé de tirer un ouvrage de ce travail de doctorat, un travail qui, je répète, est absolument remarquable. Ceux qui veulent s'en convaincre peuvent aller à la bibliothèque universitaire pour le faire. Un travail remarquable. Il en tire cet ouvrage aujourd'hui, c'était l'an dernier, il est sorti l'an dernier. Oui, fin décembre. Fin décembre. Et vraiment, c'est un grand plaisir de l'avoir ici. Un grand pédagogue et un grand historien, je vous l'assure. Merci Andrea Fazzi. Alors, Andrea est modeste, mais il a joué un rôle hein, quand même dans un rôle non négligeable dans la parution de cet ouvrage parce que précisément, il s'inquiétait de ce que le public ne pouvait pas avoir accès à ce travail. Et donc on avait même envisagé à un moment donné de voir s'il était possible de numériser et de le mettre en ligne, etc. Et puis c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'Alain Piazzolla est intervenu. On se connaissait déjà, j'avais apporté des contributions dans des ouvrages collectifs sur l'histoire de la Corse contemporaine. Et donc il m'a dit, on se tutoie, il m'a dit, écoute, si tu es d'accord pour transformer ça en ouvrage grand public, moi je veux l'éditer. Donc bon voilà, il a fallu tout numériser, tout nettoyer, parce que cette thèse quand même a été soutenue en 84, juste avant la diffusion des ordinateurs, des PC. Donc c'est un tapuscrit. Je peux vous dire que les logiciels de reconnaissance de caractère ont un peu de mal avec les tapuscrits. Bref, ça c'est pour la petite histoire. Autre chose pour la petite histoire, c'est qu'au moment où je soutiens cette thèse, je me destinais à entrer au CNRS pour continuer à travailler sur les questions d'identité régionale, ou ce qu'on appelait aussi à ce moment-là les infranationalismes. Mais c'était à cette époque, donc on est juste après le début de la décentralisation en France, donc c'est un sujet qui est encore totalement tabou en France, contrairement à cette époque-là au Royaume-Uni, à l'Espagne, etc. Et donc j'avais exercé pendant 3 ans, j'ai travaillé dans un institut universitaire d'études européennes à Genève, où je travaillais sur ces questions-là à l'échelle européenne. Les portes du CNRS n'ont pas pu s'ouvrir. Ça a failli. La deuxième candidature, j'étais allé jusqu'en finale, mais toujours pour les mêmes raisons, ça n'a pas abouti. Donc j'ai changé de vie professionnelle, terminé le CNRS. Mais pour autant, j'ai toujours continué en parallèle à m'intéresser aux questions identitaires et particulièrement à la Corse.
Donc il y a eu ce livre sur les événements d'Aléria, avec les événements eux-mêmes, leurs origines et leurs conséquences. Après, il y avait eu, donc ça c'était paru en 87, ensuite il y a eu un livre d'entretien avec Edmond Simeoni, qui avait résisté pendant longtemps à se raconter. J'ai fini par obtenir gain de cause et on a fait cet ouvrage. Il est paru en 2003 au Cherche-Midi. Oui, 2003, c'est ça, oui, au Cherche-Midi. Après, j'ai voulu connaître et faire connaître un autre aspect de la Corse que j'aime beaucoup, c'est l'humour. Et donc j'avais publié, co-signé par André Santini, un panorama de l'humour corse. Voilà. Et puis j'ai continué ensuite par un beau livre qui est paru en 2013 sur... j'avais voulu faire le portrait de la Corse qui bouge, qui innove, qui crée, donc voilà, sous la forme d'un beau livre. Et puis, voici maintenant la dernière production, et l'envie de continuer est plus forte que jamais. Donc attendez-vous à ce que dans les années qui viennent, il y ait d'autres choses sous forme de livres et éventuellement aussi sous forme de documentaire. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Alors, pourquoi donc ce que je vais faire, je vais développer un peu, je ne vais pas vous faire quelque chose d'exhaustif parce que vous allez vous en apercevoir, c'est pour ceux qui connaissent, ça va être une confirmation, pour ceux qui connaissent moins bien cette période, ça va être une découverte un peu plus. Mais je vous invite, pour ceux qui le veulent, après, vraiment à vous plonger dans le livre, parce que ça fourmille vraiment beaucoup d'informations, d'analyses, etc. Et c'est vraiment fait pour le grand public. Donc, vous n'avez pas affaire à une thèse universitaire. Mais, alors, déjà, quand même, vous dire pourquoi c'est une période essentielle, parce que, en fait, sur une durée très courte, et vous allez avoir des illustrations de ça, tout se met en place. C'est-à-dire tout ce qui va... se dérouler ensuite à partir de 1976, précisément, se met en place les concepts de colonisation de peuplement, de corcisation des emplois, les revendications d'autonomie, voire d'indépendance, et aussi de son pendant de la lutte de libération nationale. Par exemple, le terme de lutte de libération nationale, la LLN, même les initiales LLN, c'est 75. Donc tout se met en place à ce moment-là. C'est aussi, au niveau des moyens, bon, bien sûr des manifestations, etc., mais également les attentats, qui sont une des spécificités de la question corse par rapport à d'autres régions en France, à l'exception sur quelques périodes relativement courtes de la Bretagne. C'est aussi, moi je me souviens l'année dernière, j'avais rencontré quelqu'un qui vraiment fait partie du mouvement nationaliste, et je lui ai dit, voilà, je suis en train de terminer un ouvrage et tout ça, et je lui explique que tout s'est mis en place, y compris pour les moyens. Il me dit, oui, mais non, il y a quand même quelque chose qui n'appartient pas à cette période, c'est les Nuits Bleues. J'ai dit, désolé, la première Nuit Bleue, c'est en 1974. Je peux aller dans des petits détails, la Corse stylisée qu'on retrouve partout, y compris hier, je voyais des étudiants avec des t-shirts, je ne sais plus lesquels, mais enfin avec une Corse stylisée. Donc je leur ai dit, la Corse stylisée, ça apparaît en 1967. C'est à l'occasion d'élections cantonales, partielles, si je ne m'abuse. C'était à Bastia, canton de Terravetia ou Terrano, je ne sais plus, candidature d'Edmond Simeoni avec l'ARC qui venait d'être créé. Et ils se disent, il faut qu'on fasse, d'ailleurs, c'est intéressant psychologiquement de raconter ça, parce qu'il se dit, il faut qu'on fasse quelque chose qui soit aussi frappant que l'hexagone, et pour symboliser la Corse. Et donc il commence par, quelqu'un dessine un triangle, et puis le triangle, il manquait quelque chose, et il y en a un, je crois que c'est Jean Manarini, qui faisait partie de la direction de l'art, qui prolonge et qui fait le trait qui représente le Cap Corse. Et voilà, la Corse civilisée était née. Plus dans le registre moins symbolique mais plus violent, y compris dans le discours, les tags IFF qu'on retrouve par période comme ça assez régulièrement, les premiers apparaissent en juillet 72. Donc alors je ne veux surtout pas dire que ce qui se passe après, ce
que j'ai appelé la Genèse n'a aucun intérêt, très loin de là, mais force est de constater que après la fin de cette Genèse et jusqu'en 2014-15, 2014 c'est la prise de la citadelle de Bastia par Gilles Simeoni, et 2015 ensuite c'est l'Assemblée de Corse qui est désormais dirigée par les nationalistes. Donc pendant cette période d'à peu près 40 ans, en fait ce sont des grandes tendances qui se dessinent. Il n'y a pas de facteurs véritablement nouveaux. Donc on a une évolution des rapports de force entre l'État et les mouvements, d'une part légaux et d'autre part clandestins, évolution des rapports avec des moments de tension, d'autres moments d'un peu de dialogue, etc. Et aussi une évolution des rapports au sein du mouvement nationaliste, entre d'une part autonomistes et indépendantistes, et entre mouvements légaux et mouvements clandestins. Et vous regardez le déroulement de l'histoire, il n'y a pas de véritable rupture totale, on est toujours dans l'évolution. Autre évolution, c'est ce que j'ai appelé la lente et irrépressible infusion des idées nationalistes au sein de la population insulaire. Je dis population insulaire, je ne dis pas population corse. On en parlera sans doute dans le jeu de questions-réponses. Donc, la lente et irrépressible infusion, qui aboutit donc en 2015, qui se confirme ensuite d'élection en élection, jusqu'à aboutir à celle de 2021, et comme l'a rappelé Andrea, avec un score sans appel, 68%, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de véritable démocratie où une coalition au pouvoir atteint de telles proportions de votes. Une autre évolution qui est très sensible, enfin qui est sensible et qui marque les 40 ans jusqu'en 2015, et ça se poursuit là aussi en ce moment, c'est la prise en compte que je qualifierais d'accidentée de la question corse par Paris, par l'État. Alors là-dessus, il y a une observation qu'on peut faire, c'est que les seules évolutions jusqu'à celle en cours, c'était quand le Parti socialiste était aux commandes du gouvernement en France. Donc on a le premier statut de 82, on a ensuite le statut Joxe de 91, on a le processus de Matignon de 99 à 2002, quand Lionel Jospin était à Matignon. Et de l'autre côté du spectre, la seule initiative, ça a été celle de Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, en 2003, avec son référendum consultatif pour la fusion des deux départements corse. Référendum qui a échoué à quelques centaines de voix près, au prix d'une mobilisation énorme de la part des partisans du statu quo, dont Émile Zuccarelli, je ne sais pas, vous avez peut-être en mémoire les banderoles qui étaient sur le fronton de la mairie de Bastia, appelant à voter non à la fusion des deux départements. Et d'ailleurs, ça permettra à un moment donné de parler de l'actualité, l'échec de ce référendum a mis en mode pause la résolution de la question corse, enfin le début de la résolution de la question corse pendant une bonne dizaine d'années. Il faut bien le constater et ça amène sans doute à réfléchir. Alors cette période, donc, elle est essentielle, la période de la Genèse, et en même temps, elle se caractérise par une évolution et une radicalisation qui est... une évolution, une radicalisation extrêmement rapide. Alors, je vais vous lire deux citations je vais vous lire deux citations qui illustrent bien, je trouve, ce phénomène. La première, rassurez-vous, c'est assez court. Hein. Sous le ciel le plus riant du monde, la Corse est depuis 200 ans entrée comme partie intégrante dans le sein de la grande nation vers laquelle l'attirait une affection séculaire. Le pavillon français est planté au cœur de l'île dans son granit le plus pur. C'est beau. Ça date de février 1960. C'est un article de Jacques Luciani dans l'Informateur corse, donc hebdomadaire qui existe toujours.
Et voilà, et ça, je prends cet exemple-là, mais j'aurais pu en sortir beaucoup d'autres. Il y a aussi des descriptions, lorsqu'il y avait des réunions, un peu de revendication, on se déplaçait à l'issue de la réunion et on allait devant le monument aux morts, principalement en 14-18, pour chanter la Marseillaise. Là, on est en 1960. Deuxième citation, « Je suis nationaliste corse. J'ai le sentiment d'appartenir à un peuple qui a un territoire, une histoire, une langue. Je suis en alerte, mobilisé, parce que mon peuple est en danger. Il est menacé de disparition à brève échéance. Face à ce péril, chaque Corse, héritier d'une longue histoire nationale de résistance, doit se lever. » Ça, c'est un court extrait d'un texte célèbre, publié dans Hariti en août 1973. Donc je ne sais pas si vous mesurez, il s'écoule 13 ans entre les deux. C'est-à-dire qu'on passe d'une Corse que Janine Renucci, d'ailleurs, je vous encourage pour ceux qui s'intéressent à ça, Janine Renucci, c'est une géographe qui avait soutenu sa thèse en 1974 et qui a été publiée en livre, donc en 1974, que je pense on doit trouver à la bibliothèque universitaire sans problème, et qui s'appelle Corse traditionnelle, Corse nouvelle. Et là, en l'espace en gros d'une grosse dizaine d'années, on bascule complètement d'une Corse traditionnelle où on manifeste par écrit, par des gestes, etc. Enfin, la première citation que je vous ai lue, et à la publication 13 ans après de cette forme de déclaration « Je suis nationaliste corse ». Alors, justement, ce que je veux éviter, c'est de vous faire un résumé un peu trop dense, un peu trop rapide de ce qui se passe dans ces 13 années. Et ce que j'avais envie, c'est de le faire en mettant les projecteurs sur un phénomène qui est toujours un peu, quand on fait de la science politique, de l'histoire, des choses comme ça, qui est toujours un peu délicat à manier, mais qui quand même là présente un véritable intérêt, c'est celui de génération. Et là, notamment, je vais vous parler de deux générations. Alors, la première génération, je l'appelle de plus en plus maintenant la génération des pères fondateurs. Les pères fondateurs, c'est qui? C'est Charles Santone, disparu il y a quelques mois, c'est Dominique Alphonse, depuis beaucoup plus longtemps, il y avait Lucien Fay aussi, il y avait bien sûr les frères Simeoni, Paul Marxetta, qui lui est décédé il y a longtemps, qui n'était pas très sur le devant de la scène, mais qui a eu un rôle considérable, notamment auprès de la formation intellectuelle de Max Simeoni. Et cette génération, pourquoi je dis génération? Parce que, y compris sa prise de conscience, mais aussi sur le plan des années de naissance, il y a une forme d'homogénéité qui est très frappante. Ils sont tous, peu ou prou, nés dans la première moitié des années 30. Tous. Il y en a peut-être un qui est né en 29, Max Simeoni par exemple. Effectivement, il est né en 29. Mais voilà, donc il y a un condensé, un concentré de tous ces gens qui ont joué un rôle considérable dans le début du nationalisme corse contemporain. Ils sont liés par l'état civil. Et puis ensuite, ils sont liés par leur formation et leur prise de conscience. Alors, les concernant, tous ont un point commun, c'est que il y a des premiers mouvements revendicatifs qui naissent à la toute fin de 59. Ces mouvements revendicatifs, dont j'en parle là, parce que je fais remonter cette genèse à cette partie-là, où les déclarations sont celles que je vous ai lues sur le granit, etc., l'amour immodéré de la Corse pour la France. Mais c'est en réaction à ces mouvements revendicatifs que la première génération va se former et prendre son essor. Donc pour revenir un tout petit peu en arrière pour bien comprendre, à la fin de la 4e République en 57, donc la 4e République se termine en 58, 57, Paris prend la mesure du problème qui existe en Corse, et ce problème, c'est qu'elle est dans une situation absolument catastrophique. L'économie est sous-développée,
Sur le plan démographique, on atteint l'étiage, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y avait à peu près 170 000 habitants, c'est-à-dire quasiment 200 000 de moins qu'aujourd'hui. Plus aucun optimisme, aucun projet, rien du tout. La jeunesse qui en a les moyens part et ne revient qu'à la retraite. Enfin voilà. Et puis, petite donnée quand même qui avait son importance, c'est qu'à l'époque, l'Italie, elle, s'occupe beaucoup, notamment d'une île voisine qui s'appelle la Sardaigne, dont on voit les côtes depuis le sud de la Corse. La Sardaigne, elle est dotée en 1947 d'un statut spécial, et ensuite il y a des offices fonciers qui sont constitués, etc. Et l'État italien injecte beaucoup d'argent pour que la Sardaigne rattrape son retard par rapport à la botte. Et donc, bon voilà, ça risque de créer une mauvaise image en Corse du fait que l'État ne fait rien. Donc, je schématise, je sens Andria, il va sans doute corriger des choses, etc. Mais là, je suis obligé de schématiser un peu, vous ne m'en voudrez pas. La conjoncture fait que la 4e République tombe, la 5e République se met en place, et en plus, donc oui, pardon, la 4e République adopte un plan d'action régionale pour la Corse en 1957. Avec effectivement des projets de développement de l'agriculture, de développement du tourisme, d'infrastructures, etc. Bon. Donc la conjoncture politique devient défavorable, la 5e République se met en place, et la 5e République, très vite, elle a un dossier qui est très très chaud, et les prédécesseurs avaient été confrontés à ça, c'est le dossier algérien. Et dossier algérien dont très vite De Gaulle et son entourage perçoivent très bien et à juste titre que globalement ça ne peut pas bien se terminer. Et donc que la France va devoir se retirer de l'Algérie. Alors là, il y a une décision qui est prise, et quand on y pense, c'est quand même, ça dit beaucoup de la façon, de l'image que la Corse pouvait avoir dans les sphères du pouvoir à Paris. Et que les Corses pouvaient avoir dans ces sphères du pouvoir, c'est que il y avait un centre d'essai atomique qui était dans le sud saharien, et on se dit, bon, dans le sud saharien, ça ne va pas être possible beaucoup plus longtemps, donc il faut qu'on prenne des mesures. Et le gouvernement de Michel Debré, alors je ne sais pas quels sont les conseillers qui lui ont vendu la chose, mais annonce en 1960, début 60, qu'ils allaient installer un centre d'essai atomique à l'Argenteuil, une mine désaffectée au sud de Calvi. Donc là, il y a eu bien sûr un véritable lever de bouclier, y compris chez tous les légitimistes, y compris, qui eux n'ont pas... ont très mal accepté le fait justement que cette fidélité à la France, le fait d'avoir donné tant de jeunes morts pour la patrie, etc., soit récompensé de cette façon-là. Là, on attaquait la terre corse, un truc qu'on va retrouver avec les Beaux-Rouges. Hein. C'est vraiment la relation extrêmement étroite, une agression envers la terre. Et sauf que ce que je pourrais appeler les légitimistes, eux, vont rester sur cette position d'être meurtris, très étonnés, enfin de ne pas comprendre qu'on puisse avoir des idées pareilles. Mais cette génération des pères fondateurs, pour eux, ça va être le premier déclic, en fait. Premier déclic, alors, à partir duquel, petit à petit, les briques vont s'additionner. Alors cette génération des pères fondateurs, en fait, elle est composée de deux pôles. Pour rebondir sur ce que disait à un moment Andria dans son introduction, là je vous parle de quelques dizaines de personnes. Entendons-nous bien. On a affaire à quelques dizaines de personnes, voire parfois moins d'une dizaine. Donc il y a le pôle qui est à Paris, autour de l'union de l'Union des étudiants corses, l'UEC, qui est constituée à Paris par Charles Santoni, Dominique Alfonsi, etc.,
Ils sont, la plupart, ils font des études à Paris parce qu'ils ne font pas médecine, donc ils sont plutôt en droit, choses comme ça. Bon. Leur première préoccupation, c'est vraiment de se retrouver. La communauté corse à Paris, elle est très réduite à cette époque. Absolument. C'est le bar du Panthéon. Et alors après, il y a eu un deuxième bar, je crois que c'est pas le bar du Panthéon, mais vous savez, à l'époque, il y avait les numéros... C'était Cosmos, je sais pas, mais j'en parle dans le livre. Il y avait des numéros de téléphone qui commençaient par 3 lettres. Et le numéro de téléphone du deuxième bar, je crois, c'était ARC, ARC. Bon, voilà, petit clin d'œil, oui, coïncidence totale. Donc ce pôle s'organise à Paris, s'étoffe, à un moment donné même, ils vont installer des antennes dans différentes grandes villes universitaires sur le continent. Et la prise de conscience, elle se fait avec le regard. Il y a une distance, évidemment, et se fait pendant notamment les vacances universitaires. C'est-à-dire, ils prennent la conscience totale et très, très précise du décalage existant entre le continent, une grande métropole, etc., et la Corse, qui est encore une fois dans un état mais totalement de sous-développement. Total. Il y a une femme, Dorothy Carrington, britannique, qui a des descriptions, je ne résiste pas dans ces cas-là à citer des extraits de son livre Île de granit, où elle raconte qu'elle arrive dans un camion poussif à Bastia, et pendant les 20 derniers kilomètres, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il y a des cailloux, il y a des petites casettes en ruine. Voilà, c'est le désert complet, c'est une terre abandonnée. Donc, prise de conscience, et comme il y a cette distance, ils sont à Paris, ils sont en relation avec voilà, des universités comme la Sorbonne et autres, beaucoup de lectures, donc il commence à y avoir une analyse de la situation de la Corse. Elle n'est pas seulement vécue, elle est analysée. En parallèle, on a un tout petit pôle, à Bastia principalement, qui naît... Alors, il y a une prise de conscience, et j'ai eu un déjeuner là aujourd'hui qui m'a confirmé ça. C'est vraiment pas du tout une prise de conscience consciente, j'allais dire, qui est vraiment vécue presque viscéralement par quelqu'un comme Max Simeoni, qui est pratiquement le premier à Bastia. Et il va y avoir une rencontre décisive, un échelon décisif qui va être franchi quand il va être mis en relation avec Paul Marxetta. Alors Paul Marxetta, c'était lui un jeune diplômé. Je ne sais plus quelles études il avait fait, sciences économiques, voilà, commerce, sciences éco, etc. Et donc il lui avait un regard, une analyse sur la situation corse qui va totalement parler à Max Simeoni. Et donc, cette lecture, c'est avant tout la question démographique. Parce que, on a vu l'histoire de l'Argente, là c'est un coup de Trafalgar qui scandalise tout le monde, mais il y a aussi ensuite l'indépendance de l'Algérie. Et très vite, il va y avoir un bouleversement démographique avec l'arrivée de 17 000 pieds noirs en 4 ans, entre 62 et 66. On a des statistiques très précises, parce que la Corse étant une île, on peut enregistrer les arrivées. Donc là, je pourrais vous dire, mais ça serait trop long, année par année. Mais bref, 17 000. Après, dans la foulée, on aura évidemment, avec le développement de l'agriculture dans la plaine orientale, on aura les ouvriers agricoles qui vont arriver du Maroc, Tunisie, et puis pas trop d'Algérie d'ailleurs. Et puis plus tard aussi, il va y avoir des continentaux qui vont arriver. Ça va être la grande attirance de la moitié nord de la France vers le sud, qui n'était pas une donnée jusqu'au début des années 60. C'était pas l'attirance vers le sud. C'était pas, ça n'atteignait pas les proportions que ça a atteint après, très clairement. Donc arrivée dans l'administration, développement de commerce, etc. Bref, vu depuis la Corse, par quelqu'un comme Max Simeoni et avec l'éveil de Paul Marxetta, c'est
c'est la question économique, c'est la question démographique qui va prendre le pas, alors que du côté de Paris, ça va être plus des relations de dépendance de la Corse à l'égard du continent et surtout de Paris. Cela étant, ces deux générations vont commencer à être en relation, ces deux pôles vont commencer à être en relation, notamment pendant les périodes d'été, ils vont se rencontrer, réfléchir ensemble, et se dire, il faut qu'on se dote de moyens, de structures, sous la forme d'un mouvement politique. Et donc, c'est la création en 1966 du Front régionaliste corse, qui a lieu... voilà. Front régionaliste corse. C'est le premier mouvement régionaliste. C'est le premier mouvement régionaliste. Avant, il y a eu des épiphénomènes. Par exemple, ce fameux Paul Marxeta, avec Yves Le Baumin, qui était un entrepreneur, prennent une initiative, mais tombée du don de ses où, de distribuer pendant le grand rassemblement des mouvements revendicatifs qui tiennent le devant de la scène pendant la première moitié des années 60, mouvements revendicatifs qui se mobilisent pour les arrêtés Mio, qui se mobilisent pour la défense du Trimiguel, ou qui se mobilisent pour des choses comme ça, mais pas du tout pour un statut, pas du tout. Pas une remise en cause des rapports entre la Corse et Paris. Et donc, le grand rassemblement de 62, qui a lieu l'été, en général c'était à Corté, voilà, il distribue un manifeste pour l'autonomie de la Corse. Mais là, je veux dire, ils étaient tellement en avance que voilà, ça n'a eu aucune prise, ça ne pouvait parler à personne. Alors, on en arrive quand même, donc en 1966, création du Front régionaliste corse, où là, pour la première fois, on dit, voilà, une solution, c'est que la Corse soit dotée d'un statut de région. Alors, ça ne va pas au-delà, parce qu'il faut savoir que la Corse, à l'époque, était incorporée dans la circonscription d'action régionale. Alors, ce n'était pas encore PACA. Il n'y avait pas les Alpes. C'était Provence-Côte d'Azur. Et donc, ce sentiment d'être complètement noyé, donc le premier objectif, c'était véritablement ça. Et seulement très vite, toujours pour continuer sur cette première génération, il apparaît que c'est un mariage contre nature. Parce que les lieux de vie ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même chose quand on vit à Bastia que quand on vit à Paris, très clairement. Et le regard sur la Corse, il n'est pas le même. À Bastia, il est au quotidien. À Paris, il est au moment des vacances universitaires. Voilà. Bon, donc, les formations font aussi que c'est presque antagoniste. Les milieux d'origine, par exemple, quelqu'un comme Charles Santon, il est issu du Fiumorbo. Et les membres du pôle bastien, ils sont pour l'essentiel issus du monde du petit commerce, des professions libérales, choses comme ça. Donc mariage contre nature, ça ne traîne pas. Le constat que c'est contre nature et que ça ne tiendra pas, il est fait très vite, au bout de quelques mois, et il aboutit à la création de l'ARC, donc en juillet 67, tandis que le FRC s'appelle quelque temps FRC maintenu. Et là, les deux vont avoir une approche qui va vraiment s'écarter de plus en plus. Du côté de l'ARC, on se refuse à, je crois que je cite un peu, à tomber dans le piège de l'idéologie, et on se dit profondément apolitique. Alors quand on fait un peu de sciences politiques, on sait très bien que les mouvements qui se qualifient d'apolitiques, ça veut dire qu'ils sont plutôt dans une tendance de droite. Voilà, ça c'est... Et ça a toujours été comme ça. Et puis, du côté du FRC, c'est une évolution vers de plus en plus, une lecture de plus en plus socialisante des rapports entre la Corse et la France. Et on arrive à ce moment-là, à la fin des années 60, où va entrer en scène
la deuxième génération, qu'on a appelée Aleva di Settanta. En fait, dès la fin des années 60, cette génération se manifeste. Il y a des effets un peu de mai 68, des choses comme ça. Alors, ce n'est pas du tout des effets révolutionnaires. Hein, en fait, il n'y a pas eu de mouvement de tel en Corse, mais il y a quelque chose qui commence en 1966, c'est la création de l'université de Nice. Alors, pourquoi ça a une importance, et même une importance fondamentale? C'est parce que Nice est créée en 1966 dans le cadre d'une réforme qui vise à... c'était Edgar Faure, je crois, qui était ministre de l'Éducation nationale, et qui vise à décentraliser quand même un peu les études. Parce qu'en dehors des universités historiques de Montpellier, de Caen, tout était absolument concentré sur Paris. Et donc, on décide d'essaimer un peu le tissu universitaire. Et donc, le choix sur Nice, et très vite, les études montrent que le bassin démographique et tout ça font que ça va pas être suffisant pour remplir les rangs de Nice. Alors, une très bonne idée, c'est Nice, la Corse, c'est pas loin. Donc on va obliger les bacheliers corses qui veulent faire des études supérieures à venir s'inscrire à Nice, à l'exception de ceux qui font médecine, qui vont continuer à Marseille, et ceux qui font droit, qui vont continuer à aller à Aix. Et sauf que Nice, c'est pas Marseille. Autant il y a une communauté corse, encore, surtout à l'époque, extrêmement nombreuse à Marseille, autant à Nice, non. La communauté corse, elle est quasiment inexistante. Donc, il n'y a pas la solution de l'hébergement chez l'oncle, la tante, etc. Et donc, très vite, les premiers étudiants vont commencer à investir la cité universitaire, la lanterne. Et puis, bon, l'atavisme corse oblige, solidarité, etc. On se débrouille pour faire rentrer de plus en plus de Corses sur la cité universitaire. Et ça donne ce que j'ai appelé, exprès, un bouillon de culture. C'est vraiment un bouillon de culture, à la fois parce que ça devient complètement endogène, ça boue, et puis c'est aussi la culture. La culture, notamment l'éveil culturel, va énormément... on est dans les prémices du riacquisto. Donc bouillon de culture. Et là aussi, c'est vraiment une génération. Eux sont tous nés dans la première moitié des années 50, sauf rares exceptions. Tous, vous les prenez... Leo Battesti, Piero Poggioli, Nadale Luciani, Jean-Paul Poletti, tous. Ils sont nés dans la première moitié des années 50. Et donc ils s'éveillent, c'est là une des incidences de mai 68, c'est l'éveil des régions, des cultures régionales. Il y a la culture bretonne aussi qui se développe beaucoup à cette époque. Là, il y a la redécouverte, par exemple, par quelqu'un comme Jean-Paul Poletti. Moi, je me souviens, il m'avait raconté comment il s'était procuré, le temps de les dupliquer, des enregistrements de Félix Quilici, qui avait, je ne sais pas si tout le monde, oui, beaucoup de gens connaissent, mais en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas, Félix Quilici, il avait été missionné par la RTF puis l'ORTF pour faire des campagnes d'enregistrement à dos de mulet dans les montagnes corses. Et il enregistrait tous les chants de bergers, etc. Et c'est vrai qu'il a beaucoup contribué à la mémoire de la polyphonie, notamment corse. Et Jean-Paul Poletti, moi, m'avait raconté qu'il s'était introduit à un moment donné avec quelques amis de nuit dans le musée de Bastia. Ils avaient emprunté des bandes, ils les avaient dupliquées et ils les avaient remises en place. Voilà. Alors, est-ce que c'est une légende urbaine? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une belle histoire. Je trouve que c'est une belle histoire. Bref, ils sont complètement comme ça, et c'est là où il y a juxtaposition de ces deux générations très intéressante, c'est que, par exemple, du côté de l'Arc, il y a une angoisse qui commence à les saisir, c'est que la jeunesse ne vient pas dans les rangs du mouvement. On est à la fin des années 60, elle ne vient pas, et vraiment, il y a des textes, ils sont angoissés par la perspective que le relais ne soit pas pris. Donc, ils vont commencer à surinvestir dans la jeunesse. Et elle est où, la jeunesse? Celle qui fait des études et tout, elle est à Nice. Celui qui va devenir vraiment le héros, pas avec Wes, mais le héros sur place, c'est Edmond Siméon, qui commence à avoir une aura
très forte, et notamment auprès des jeunes. Donc il va se rendre, mais par moment, plusieurs fois par mois, sur le campus et à la cité universitaire pour haranguer les jeunes et les inviter à se mobiliser. Sauf qu'on va s'apercevoir assez rapidement qu'il y avait un décalage. Je rappelle, les mouvements, l'ARC et le FRC sont toujours régionalistes à cette époque-là. Le basculement vers l'autonomisme, c'est 73-74. Donc on est à la fin des années 60, début des années 70, toujours régionaliste. Donc, ils sont harangués, et surtout qu'interviennent deux événements qui sont absolument déterminants dans l'évolution et la radicalisation des choses. C'est, premièrement, le schéma d'aménagement de la Corse qui est adopté en 71. Pareil, est-ce que je rappelle, oui, brièvement, les origines de ce schéma d'aménagement de la Corse? On est dans une grande période, c'est la période de la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Donc là, on fait des plans d'aménagement à grande échelle. La côte languedocienne, ça date de la fin des années 60, c'est la DATAR, toute puissante. Et donc, on réfléchit à un schéma d'aménagement de la Corse. Pour ce faire, on missionne une société américaine qui s'appelle le Hudson Institute, avec des méthodes assez curieuses qui consistent surtout à survoler et à un moment donné poser l'avion ou l'hélicoptère, je ne sais plus, aller à la rencontre quelques dizaines de minutes, reprendre l'avion, resurvoler, etc., pour se faire une idée du problème. Peu importe, ils ont deux conclusions. Soit l'État se dirige vers un schéma d'aménagement de la Corse qui part du respect et de la protection de l'identité corse. C'est vraiment écrit noir sur blanc, c'est-à-dire, c'est première direction, on conditionne tout le développement de la Corse sur le respect de son identité. Ok. Deuxième direction, on fait tout l'inverse. On fait tout l'inverse, on développe de façon débridée, principalement dans le secteur du tourisme, et on appuie le développement par l'encouragement d'une immigration, et notamment continentale, massive. Donc, c'est l'ARC qui découvre le poteau rose, parce que évidemment le gouvernement, comme la DATAR, appuyée par le gouvernement, avait décidé de privilégier la deuxième hypothèse, donc ils mettent ce rapport dans un tiroir pour éviter. Mais l'ARC finit, je ne sais plus comment d'ailleurs, par le trouver et donc le diffuser. Et donc là, il y a une campagne énorme sur... c'est là où on parle beaucoup, la mort du peuple corse, enfin voilà, le danger qui menace. Il y a des propos extrêmement forts, d'une violence qu'on n'imagine pas aujourd'hui à ce point. Et là, les jeunes, cette deuxième génération, ah oui, et donc bien sûr, autre événement, c'est les Bouts Rouges. Les Bouts Rouges qui commencent en juin 72, et au départ, c'est une lutte écologique, je dirais, relativement classique, mais il y a ce phénomène qu'on avait déjà vécu en 1960 avec l'Argente, là, c'est l'atteinte à la terre corse, l'atteinte à la Corse. Et là, ça va prendre, bon, vous connaissez globalement la suite des événements, hein, ça va prendre une tournure de plus en plus exacerbée, de plus en plus violente, avec une manifestation notamment, je crois que c'était le 17 février 73 à Bastia, avec prise d'assaut de la sous-préfecture, enfin vraiment voilà. Et puis il y a eu bien sûr un attentat contre un bateau de la montée d'Issonne. Pardon ? Le Scarlino, voilà, tout à fait. Et donc, en parallèle, les mouvements sont toujours régionalistes. Donc les jeunes à Nice ne comprennent pas ce décalage. Ils ne comprennent pas. Et ils mettent une pression énorme, notamment au sein de l'ARC, parce que le FRC, c'est un laboratoire d'idées.
c'est vraiment un laboratoire d'idées, ils analysent, ils publient en 71 un livre avec une intelligence de communication dans le titre qui s'appelle « Main basse sur une île », un titre extrêmement frappant et qui va vraiment frapper les esprits. Mais ils sont vraiment dans l'analyse, une lecture pas encore tiers-mondiste, mais on n'en est pas très, très, très éloigné. Et puis, de l'autre côté, l'ARC, qui représente le seul véritable mouvement quantitatif, qui est capable de mobiliser, notamment grâce au milieu agricole dans la plaine orientale et tout, des centaines et des centaines de militants. Et qui reste sur une lecture... Et donc il y a énormément de tensions internes, de plus en plus, avec cette pression de la deuxième génération. À un moment donné, les dirigeants de l'ARC tentent d'éteindre un peu l'incendie qui commence en faisant entrer des représentants de cette deuxième génération au sein des instances dirigeantes. Ça, ils le font à partir de 72. Mais ça ne va pas du tout calmer les choses. Et donc on en arrive, à un moment donné, d'essayer de mettre en raccord une revendication avec une situation. Et la bascule se fait à partir de début 73, où là, le futur mouvement national bascule dans l'autonomisme. La première date, c'est le 7 janvier 1973 avec Acchiama di Castellare, donc qui est un texte qui est élaboré et largement diffusé depuis la maison de Jacques Leonelli, c'est ça, et qui, moi, les étudiants de Nice m'ont raconté, c'était placardé dans toutes les chambres de la cité universitaire. Et donc qui proclame la revendication d'une autonomie pour la Corse. L'ARC a mis plusieurs mois avant de franchir le Rubicon, avec la cause affichée, c'était que c'était un mouvement très organisé, avec des instances dirigeantes et tout, et qu'on ne pouvait pas, ce qui n'est pas faux, on ne pouvait pas comme ça changer fondamentalement cette revendication phare d'un coup de baguette magique sans consulter personne. Donc il fallait attendre l'Assemblée générale. Alors, vous pouvez me dire, il aurait pu y avoir une Assemblée générale extraordinaire, ça existe. Donc ils ont attendu l'Assemblée générale statutaire en juillet 73, et là, l'ARC devient aussi un mouvement autonomiste. Mais cette deuxième génération, donc celle Aleva di U70, va continuer à peser de tout son poids, et c'est ce qui explique, en partie du moins, mais en tout cas en partie notable, les événements d'Aléria, qui clôt, pour moi, qui clôt cette genèse. Je vous ai expliqué pourquoi, parce qu'ensuite on a une évolution des rapports, etc. Les événements d'Aléria, et aussi la création des premières organisations clandestines, donc en octobre 73 avec le FPCL, et puis en mars 74, Giustizia Baolina, qui vont ensuite se rapprocher et fusionner pour donner naissance au FLNC, dont la création d'ailleurs avait commencé à être dans les tuyaux à partir de 75, en fait, en réalité. Donc voilà, moi ça me permet, en évoquant ces deux générations, qui sont vraiment très homogènes chacune, de vous raconter un peu tout le déroulement des événements. Et puis, avant de... Ouais, parce qu'il faut laisser quand même du temps aux questions. Avant de vous laisser, qu'on puisse dialoguer, il y avait un autre focus sur lequel je voulais porter le regard. Et là, ça nous renvoie vraiment à l'actualité. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a quelques jours de ça, donc quand les élus de l'Assemblée territoriale ont remis leur copie à Beauvau, c'était le 27 mars, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très vite, il y a eu des cris d'orfraie qui ont été publiés et dits à la radio aussi, publiés dans la presse, dits à la radio, télé, de gens, notamment des sénateurs, les Républicains, représentés par Gérard Larcher, par Bruno Retailleau,
Non, non, mais la Constitution, on ne peut pas y toucher, c'est la boîte de Pandore, etc. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 49 ans, presque jour pour jour? Il y a 49 ans, presque jour pour jour, c'est le 17 avril 1975. Il y a un dîner qui est organisé, un dîner-débat qui est organisé par la Chambre économique de Bastia, qui à l'époque est présidée par José Stromboni. Et l'invité, la cible, je dirais presque, c'est Liberbou. Alors ce Liberbou, c'est un monsieur qui, un grand serviteur de l'État et tout, et qui s'était fait une sacrée réputation en réussissant, mais vraiment très brillamment, l'installation du marché international de Rungis. Valéry Giscard d'Estaing est élu en avril 1974. Et bon, c'est vrai que les premiers mois de son septennat étaient plutôt. Il avait un petit côté disruptif sur certains points de vue. Bon, c'est lui qui a permis à Simone Veil de défendre et d'arriver à arracher la loi sur l'avortement. Enfin voilà. Et il se dit, bon, la Corse, il sent bien que la situation est en train de déraper, est en train de dégénérer. Je vous ai dit, les premiers mouvements clandestins qui sont apparus, le mouvement autonomiste qui, très loin d'avoir l'audience d'aujourd'hui, commence de plus en plus à avoir une certaine audience, donc il faut tenir compte. Les revendications s'exacerbent, l'apparition d'IFF, enfin toutes ces choses-là. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Donc il nomme Liberbou, il lui confie la mission d'aller sur place à la rencontre de tout le monde et d'échafauder, en dialoguant, d'échafauder des solutions. Première chose qu'il fait, donc il est nommé fin 74, décembre, dès janvier, il invite toute la direction de l'Arc à venir à Rungis. C'est la première initiative qu'il prend. Donc quand même, on se dit, effectivement, il y a un vrai souci, volonté d'ouverture. Et l'entretien se passe très bien, et puis ensuite, il vient en Corse à la rencontre des milieux socio-économiques, etc., etc. Mais assez rapidement, on commence à sentir qu'il y a un sujet sur lequel la position est fuyante, ou en tout cas, on essaie d'éviter de l'aborder, etc. C'est la question institutionnelle. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une volonté de crever l'abcès. Donc ce José Stromboni, qui est toujours vivant d'ailleurs, organise ce dîner-débat, figure à ce dîner-débat Edmond Simeoni, Vincent Stagnard, des tas de gens comme ça. Et c'est vraiment... il tire à boulet sur Liberbou, qui à un moment donné ne peut plus se réfugier derrière un paravent ou autre chose comme ça, et qui déclare cette fameuse déclaration, même 200 000 Corses autonomistes ne pourraient modifier une constitution écrite pour 52 millions de Français. Et je vous jure, c'est là où le présent rejoint l'histoire. Moi, quand j'ai lu les déclarations de Larchéou, de Retailleau, je ne parle pas de Manuel Valls, lui, c'est un cas un peu particulier. Juste petite incise, c'est quand il est Premier ministre que Gilles Simeoni fait tomber la citadelle de Bastia et arrive avec Jean-Guy Talamoni, prend les rênes de la collectivité territoriale. Donc pour quelqu'un qui est sans doute le plus jacobin de tous les jacobins, c'est un sacré résultat, on doit dire. Non ? Bon, lui, c'est un peu à part. Alors, pour revenir à cette actualité, moi je me dis, 49 ans après, on en est encore là, dans l'esprit de certains à Paris. On m'a demandé il n'y a pas très longtemps, je crois sur RCFM, est-ce que vous avez confiance? Est-ce que vous êtes confiant pour la suite? Moi j'ai répondu, si ça ne tenait qu'aux élus corses et à la population corse, insulaire, je veux dire, oui, je suis en confiance. À partir du moment quand vont entrer en scène donc les sénateurs qui vont être les premiers à examiner le futur projet de loi de modification de la Constitution, là, avec des déclarations comme ça, je suis raisonnablement méfiant. Sauf que
qu'est-ce qui s'est passé après le 17 avril 1975 avec cette fermeture? Et bien, quelques semaines plus tard, on a les événements d'Aléria. Et quelques mois plus tard, on a la création du FLNC. Voilà. Et on a une progression sensible des idées autonomistes au sein de la population. Donc, à un moment donné, c'est vrai que, et là je suis désolé, je parle vraiment de l'actualité maintenant, j'enlève ma veste d'historien, mais je me dis qu'il y a une responsabilité énorme de la part de ces gens-là pour le futur de la Corse et le futur des relations entre la Corse et le continent. Voilà, je vais faire le lien avec cette actualité. Et maintenant, je serais très heureux d'écouter vos remarques, vos questions et y répondre. C'est toujours... Ah, c'est la première question qui est toujours compliquée. Ah, c'est bien. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vos dernières paroles. La France va porter de lourdes responsabilités si elle ne cède pas. Alors, j'apporterai un correctif. C'est pas la France. Là, en l'occurrence, c'est la représentation nationale, ce qui n'est pas, à mon avis, tout à fait la même chose. Et pour l'instant, c'est la représentation sénatoriale, une partie de la représentation sénatoriale. Donc, mais voyons, parce que il y a M. Marcangeli qui a dit, qui a déclaré dans Corse Matin et tout, qu'il allait prendre son bâton de pèlerin pour aller convaincre chacun de ne pas faire cette bêtise, Donc bon. Et puis il y a le soutien de Matignon. C'est pas, vous voyez, Matignon, c'est la France aussi. Donc non, mélangeons pas tout. C'est une partie. Et j'espère qu'elle sera la plus réduite possible. Voilà. Je reste dubitatif. Il faut garder confiance. Attention. Oui, je vous remercie pour ce très beau résumé de cette période qui nous intéresse tous. Dans votre parcours européen concernant les régions et les revendications de ces régions, au niveau de la géographie, indépendamment de la Corse dont on vient de parler, de la Bretagne, qui est peut-être de l'Occitanie aussi, mais encore un peu très différente. Est-ce qu'il y a d'autres régions qui, à l'échelon européen, ont eu une telle avancée? Telle avancée, c'est-à-dire? Parce que là, c'est l'avancée supposée ou les avancées... L'avancée déjà dans les idées, et puis ensuite sur le terrain en lui-même ou politiquement. Le cas le plus flagrant, le plus emblématique, et que connaît très très bien d'ailleurs notre ami Andrea Fazzi, c'est notamment l'Espagne. Avec voilà, toutes les autonomies régionales, il n'y a pas que la Catalogne, il y a beaucoup de régions, l'Andalousie, la Galicie, la Galice, pardon. Nationalisme beaucoup plus ancien. Nationalisme beaucoup plus ancien. Oui, enfin, pas dans toutes les collectivités, hein, parce que le nationalisme andalou, je ne suis pas sûr qu'il soit né au 19e. Andalou est insignifiant. On est d'accord. Voilà. Oui, mais d'aucuns pourraient faire remarquer qu'il y a eu un nationalisme corse qui est né aussi à la fin du 19e, qu'on ne pouvait pas vraiment baptiser nationalisme corse. Hein, faut pas, là, on se tromperait à employer ce genre de terme, mais il y a quand même quelque chose dans le rapport à la France, dans le rapport à la culture corse, à l'identité corse. Il y a des choses qui commencent à se manifester à la fin du 19e. Mais globalement, d'ailleurs, deuxième moitié du 19e, c'est ce qu'on a appelé le réveil des nations. Donc c'est à ce moment-là que les nations se constituent, les États-nations, mais aussi les nations sans État. Et c'est aussi l'époque de héros de l'Europe des sans-drapeaux.
C'est foiré, ça. Pardon? Les sans-drapeaux, c'est foiré. Oui, mais repris par... Ouais. Après, vous parliez de... Concernant la France, vous parliez de la Bretagne, l'Occitanie, on pourrait ajouter le Pays Basque, etc. Pour revenir à l'actualité, il y a effectivement ce fameux syndrome de la boîte de Pandore qu'on agite comme ça. Oui, mais alors, justement, que représente le mouvement autonomiste en Bretagne? Bah, alors, ça ne veut pas dire qu'il y a l'identité bretonne, le respect et la diffusion de l'identité bretonne, c'est très fort au sein de la population, vraiment très fort. C'est une donnée complètement objective, mais ça ne se traduit pas politiquement. Donc si ça ne se traduit pas politiquement, c'est un peu compliqué d'instaurer des rapports de force. Donc en Bretagne, voilà, Occitanie, bon, c'est un ensemble qui est tellement vaste. Mouvement occitan, c'est quoi? C'est presque groupusculaire, ce qui n'empêche pas des tas d'initiatives sur le plan culturel. Il y a toute une chanson occitane, il y a une poésie occitane, enfin, mais politiquement, pareil, encore moins qu'en Bretagne. Pays Basque, éventuellement. Pays Basque, c'est peut-être celui qui, sur le plan politique, a le plus de résultats. Mais c'est quoi les résultats? Allez, c'est entre 10 et 15%, gros maximum. Pays Basque ayant un gros problème, c'est la frontière. Puisque le Pays Basque français, il est séparé entre au moins 2 départements. Donc c'est un peu compliqué. Non, il y a un seul cas. Puis il y a l'Alsace aussi, où là, ils ont quand même obtenu la création, alors comment ça s'appelle exactement? Communauté... Voilà, collectivité unique d'Alsace, qui reste quelque part intégrée dans le Grand Est, mais qui a des prérogatives distinctes. Donc là aussi, c'est vrai qu'en Alsace, il y a une identité qui est forte, qui est revendiquée, et qui a amené les élus à obtenir cette collectivité unique. Européenne, je crois. Ça s'appelle Collectivité unique européenne d'Alsace. Mais la seule partie du territoire français où la revendication nationaliste, l'expression nationaliste est réellement forte, politiquement parlant aussi, c'est la Corse. Donc, il n'y a pas réellement de danger, pour ceux pour qui ça représenterait un danger, bien sûr, il n'y a pas réellement de danger de boîte de Pandore. Parce que, encore une fois, ce qui serait obtenu par la Corse, ça serait au prix de dizaines d'années de rapports de force qui, progressivement, se sont déséquilibrés à la faveur du mouvement nationaliste. Donc voilà, pour moi, c'est un argument qui est pas recevable. Voilà, moi j'ai été étudiante à Nice en même temps que cette seconde génération. Je connais Piero Poggio et les autres. Et je ne suis pas sûre que le projet actuel d'autonomie les satisfasse pleinement. Non, mais ça, alors là moi je remets ma veste d'historien. Hein, je veux pas. En plus, je ne vote pas ici, donc je n'ai aucune légitimité pour émettre devant vous un avis sur la question. Ce que j'observe quand même, et là c'est juste dire que je pense qu'ils ne doivent pas le trouver très ambitieux. Voilà ce que je dis. Oui, mais sans doute, mais bien sûr. Mais ça. Mais alors, je vais revenir un petit peu en arrière en 2003, ce fameux référendum consultatif. Certes, il ne s'agissait que de la fusion des 2 départements. Mais qu'est-ce qui s'est passé assez récemment? Fusion des 2 départements pour donner quoi? Une collectivité unique. C'est un point de départ. Donc on ne peut pas écarter l'idée que le projet de 2003, de Nicolas Sarkozy, et d'ailleurs il l'avait plus ou moins exprimé, débouche d'abord, première étape, collectivité unique, et puis ensuite, on peut commencer à examiner les possibilités offertes par la collectivité unique, qu'on retrouve d'ailleurs en Alsace, avec effectivement pas mal de latitude, de prérogatives, etc. Pourquoi ça a échoué? Je vous l'ai dit, il y a tous les partisans du statu quo, Zuccarelli en tête, etc., ont vraiment bataillé, je ne sais pas si vous vous souvenez, les campagnes de presse, partout, ils ont bataillé comme si la vie allait s'arrêter si le référendum passait. Mais le résultat, j'ai plus en tête, ça s'est joué à quelques centaines de voix.
Et il y a une partie du mouvement indépendantiste, alors je ne sais plus quel nom il avait à ce moment-là, qui a appelé à s'abstenir. Et, désolé d'avoir à le dire, mais l'abstention a fait que cette abstention a contribué, c'est pas la seule cause, mais elle a contribué à ce que le référendum soit rejeté. Et après, eh ben, il ne s'est plus rien passé pendant une douzaine d'années. Voilà. Alors, la question à se poser aujourd'hui, j'essaie toujours de rester historien parce que je regarde le passé pour éclairer le présent. C'est évidemment, il va y avoir des insatisfactions. Il y a des insatisfactions de plusieurs parts. Mais on fait quoi? Je vous ferai observer que dans le mouvement indépendantiste, il y a deux écoles sur le projet en cours. Il y a l'école de Corsica Libera et Nazione, voilà, Nazione, qui est, non, c'est l'indépendance ou rien. Donc moi je suis désolé, quand on regarde la géographie politique et tous ces trucs-là, ça veut dire que c'est rien pendant encore un certain temps. Il faut être objectif. Et puis il y a l'autre partie, Corim Fronte, qui dit, nous, notre objectif c'est toujours l'indépendance, on le revendique, il n'y a pas de souci avec ça, mais on se dit qu'on ne peut pas ne pas passer par certaines étapes. Et une première étape, c'est l'autonomie. Alors après, encore une fois, moi je ne vote pas ici. Hein. Donc, mais je vous livre ce que l'histoire nous enseigne aussi.